Bonjour à tous. Le mercato européen qui ressemblait à une sorte de Rubik's Cube s'est soudain résolu à la surprise générale et c'est une curiosité, une affiche flatteuse avec un duo de dames, la française Christine Lagarde à la BCE et l'allemande Ursula von der Leyen à la tête de la Commission. Alors cela montre qu'on peut encore décider à 27, cela démontre que le tandem franco-allemand continue à tenir le manche et que l'Union a le génie de la communication, de l'auto-publicité et surtout qu'en Europe comme au foot, à la fin, eh bien, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Alors, qui aurait imaginé, il y a seulement quelques années, que le chef de l'armée allemande devienne la patronne de l'exécutif européen? J'en connais qui doivent se retourner dans leur tombe. Bonjour Ronan Le Gleut, vous connaissez bien l'Allemagne, vous avez passé du temps et vous êtes sénateur des Français de l'étranger, vous êtes membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et vous avez publié mercredi un rapport parlementaire sur la défense européenne. Ursula von der Leyen a belle allure, hein, mais son bilan à la tête de l'armée allemande est contesté. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de réformer la Bundeswehr? Ursula von der Leyen est une femme brillante, c'est une femme d'État, elle parle un français absolument parfait et c'est une alliée de la France. Pourquoi? Parce que les pilotes de chasse allemands, de quoi rêvaient-ils? D'acheter des F-35. Ouais. Elle a décidé contre les pilotes allemands d'écarter le F-35. Pourquoi? Parce qu'elle choisit l'Europe. Elle choisit de faire avec les Français et les Allemands le SCAF, c'est-à-dire l'avion de combat du futur, le système de combat aérien futur, avec Dassault, avec Airbus, Defence and Space. Et en fait, c'est un choix de politique profond qui déplaît à ces soldats américains, ces soldats allemands qui sont profondément otaniens. Oui. Mais alors, est-ce que, je vais vous poser la question perverse, est-ce que ce n'est pas finalement pour l'Allemagne une façon de récupérer et de transférer une partie de la technologie française, des acquis français industriels? Alors c'est ce qu'il faut absolument éviter, c'est-à-dire qu'il faut que quand on construit un avion ensemble, France, Allemagne, Espagne, il faut que chacun apporte ses compétences. Et il est important à ce stade de rappeler que le leader sur le projet de l'avion du futur, c'est Dassault. Ouais. Est-ce que ministre de la Défense en Allemagne, c'est, semble-t-il, un job impossible, un Marocain maudit, parce qu'il reste un profond pacifisme dans la classe politique allemande. Comment est-ce qu'on peut changer ça? Alors, il y a des contradictions, c'est-à-dire que oui, dans l'opinion publique allemande, il y a un profond pacifisme, et notamment qui traverse le SPD, les sociodémocrates, ouais, qui sont au pouvoir avec la CDU-CSU d'Angela Merkel. Mais il y a aussi un fait marquant et tout à fait surprenant pour nous, c'est que pour la première fois, et c'est l'OTAN qui le dit en juin, le budget des armées en Allemagne dépasse le budget des armées en France. Et c'est une première pour la République fédérale allemande. En valeur absolue, mais pas en valeur relative par rapport au PIB, puisqu'ils restent à 1,34. C'est-à-dire qu'ils pourraient faire beaucoup plus s'ils avaient une véritable volonté de se battre, de se défendre. C'est exactement ça, mais on voit bien qu'il y a une inversion, si vous voulez. Le fait que le budget allemand de la défense dépasse le budget français, c'est un fait marquant. C'est un fait marquant qui marque la faiblesse de l'économie française, mais ça ne marque pas pour autant l'esprit de défense des Allemands, parce qu'ils sont à 1,34 alors que l'OTAN demande 3%. Ils en sont même pas la moitié. Alors vous avez parfaitement raison, c'est tout à fait vrai. La France fait un effort beaucoup plus conséquent, c'est 1,84%. L'objectif, et notamment ce que Donald Trump rappelle régulièrement, c'est que l'objectif c'est 2%. Et les Allemands, eux, ont promis de passer à 1,5%. Mais quand ils seront à 1,5, vu le niveau de leur richesse, vu leur niveau du produit intérieur brut, vous imaginez le déséquilibre avec la France? Il faut qu'on ait conscience de ça dès maintenant. Alors, ce qui est intéressant dans la démarche, dans votre rapport parlementaire sur la défense européenne, c'est que vous avez fait le tour des capitales et que vous êtes allé demander à nos voisins, à nos partenaires, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et ils abordent le problème très différemment de nous. Ce qui est très surprenant, ce sont notamment les pays qui sont d'Europe centrale et orientale et pour qui la menace Est est omniprésente dans leur esprit, dans leur discours, dans leurs actes. Ils n'ont pas oublié. Premièrement, ils n'ont pas oublié et deuxièmement, cela
par capillarité dans toute la société. C'est omniprésent. Et ça, c'est très frappant. En Roumanie, en Bulgarie, dans les États baltes. Et ils comptent sur l'OTAN pour les protéger, ils comptent sur eux-mêmes, ils ne comptent pas vraiment sur l'Europe, en fait. Ils ne comptent ni sur eux-mêmes, ni sur l'Europe. Ils ne comptent que sur les États-Unis. Et c'est là où, vous voyez, je ne dis même pas l'OTAN, je dis les États-Unis. Parce que 2/3 des budgets de défense de l'OTAN, ce sont les États-Unis. Or, on est face à une situation qui est qu'il y a une continuité Obama-Trump dans le désengagement en Europe. Et cette continuité Obama-Trump, elle surprend souvent, mais elle existe. C'est le pivot asiatique. Alors moi, je vous écoute, puis je me dis, bon, finalement, c'est une véritable catastrophe que les Britanniques, la seule véritable armée en Europe, soient sortis. Comment ça se fait qu'on ait laissé faire le Brexit alors qu'on a à ce point besoin d'eux pour avoir un début de défense européenne? On a absolument besoin des Britanniques. C'est pourquoi l'une de nos préconisations est de créer un traité, un nouveau traité entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne après le Brexit sur les questions, un traité de sécurité et de défense. C'est une de nos propositions. Nous voulons ancrer la Grande-Bretagne dans le grand schéma de protection de l'Europe. Mais je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que la Grande-Bretagne serait la première armée. C'est la France. La France est la première armée de l'OTAN après les États-Unis devant les Britanniques. C'est une armée qui va mal parce qu'elle s'est épuisée en Irak, mais c'est quand même une armée, une véritable armée, et pas simplement une police avec un uniforme ou des gens qui sont là pour défiler le jour de la fête nationale. Ils ont un véritable savoir-faire qu'ils ont préservé, non? Ils ont un vrai savoir-faire. C'est une armée avec laquelle nous avons des doctrines d'emploi très proches. Nous travaillons très étroitement et les accords de Lancaster House que nous célébrons les 10 ans l'année prochaine en témoignent tous les jours. C'est tout à fait exact et c'est pourquoi nous voulons que les Britanniques, après le Brexit, restent dans un schéma de sécurité et de défense en Europe. Mais la première armée de l'OTAN, après les États-Unis, c'est la France. C'est une armée aguerrie, compétente. Nous avons un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons une véritable indépendance au niveau nucléaire et surtout, nous sommes reconnus par l'ensemble des pays européens comme le vrai pays leader, c'est la France. Comment est-ce que vous expliquez que les Européens, justement, soient à ce point soumis, puissent être dans une sorte de rêve neutraliste, pacifique, et que rien ne les réveille, ni la menace terroriste, ni la guerre au Sahel, ni les admonestations des Américains, justement? Comment est-ce que vous expliquez cette apathie militaire des Européens? Les pays d'Europe centrale et orientale, évidemment, n'ont pas la taille critique pour avoir des armées qui seraient vraiment de taille suffisante. Chez les Allemands, il y a plusieurs choses qui jouent. Premièrement, il y a un profond mouvement pacifiste. Ils ont peur d'eux-mêmes. C'est un peu ça. C'est-à-dire, ils ont raison. Voilà. Il y a ce mouvement profondément pacifiste qui existe dans ce pays. Et par ailleurs, ils ne ressentent pas les menaces comme nous. Ils ne se sentent ni menacés par l'Est, comme les pays d'Europe orientale, ni menacés par le Sud et le djihadisme, comme la France, la Belgique et bien d'autres pays. Vous avez 12 propositions dans votre rapport. Certaines, donc, on vient de les évoquer. Vous demandez, est-ce qu'il y a une plus grande visibilité des enjeux européens dans le débat, en fait, des enjeux de défense dans le débat européen? C'est un vœu pieux? Vous avez une idée de la façon dont on peut obtenir cela? Nous proposons la création d'un livre blanc européen pour que les Européens, pour la première fois, se mettent autour d'une même table et discutent des questions de sécurité. Oui, mais quand on discute, c'est le sexe des anges. C'est très compliqué parce que l'articulation avec l'OTAN, le débat stratégique, tout ça, tout le monde a des arrière-pensées, il y a les enjeux industriels. En fait, on a l'impression qu'on n'y arrive pas, qu'on en débat tout le temps, mais qu'on ne fait jamais rien, non? Alors, il y a une rupture historique. Pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, on parle sérieusement de défense et la preuve, c'est le Fonds européen de défense. Est-ce que c'est sérieux quand Mme von der Leyen dit qu'elle voit une armée européenne à l'horizon rapidement, quand le président Macron lui-même parle d'armée européenne? Est-ce qu'on peut prendre ça au sérieux? C'est une plaisanterie en réalité, non? Parler d'armée européenne, selon nous, c'est une erreur. Il ne faut pas parler d'une armée européenne. Il y a des armées nationales qui doivent coopérer, qui doivent se coordonner, et notamment en termes d'achat militaire, de capacité militaire. Il ne faut pas acheter du matériel redondant. Il faut que l'on se coordonne.
Et c'est là où le Fonds européen de défense aura une véritable utilité, avec une dotation de 13 milliards d'euros sur la période 2021-2027 qui va profondément changer. C'est le montant suffisant. C'est un montant extrêmement important, on parle de 13 milliards d'euros, c'est tout à fait significatif et cela va avoir un impact réel sur l'organisation de nos industries de défense en Europe. Donc c'est un véritable changement historique, une rupture historique. Et la France qui est en pointe n'a rien à craindre. La France qui est en pointe a de grands industriels reconnus, Naval Group, Dassault évidemment, ouais. Nexter, Arcus, et puis des acteurs qui se sont européanisés comme Thales, MBDA et bien d'autres, des entreprises de taille intermédiaire, des PME. L'industrie française de l'armement est une industrie de pointe, c'est une industrie innovante. Et elle a intérêt à ce Fonds européen de défense. Merci Ronan Le Gleut. Ainsi va le monde, l'info continue sur la chaîne Info.